Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, avant de commencer, je voulais vous passer un gros merci. Merci puisqu'il y a 3 semaines, je vous ai parlé de la page de dons, la page Tipeee de la chaîne pour venir à soutenir financièrement. Et vous avez été énormément à répondre à l'appel, j'ai reçu énormément de dons. Donc merci à vous, c'est grâce à ça que la chaîne peut rester indépendante et que je peux me permettre de vous proposer un contenu régulier et de qualité, enfin plus ou moins régulier, oui je sais on est jeudi mais bon. Bref, encore une fois un gros merci et bien pour vous récompenser, quoi de mieux qu'un nouvel épisode de Caillou News. Enfin bref, maintenant que cela est dit, on passe aux news, et les news, vous les attendez avec notamment l'enchaînement du Bombay Bleu. Oui, le Bombay Bleu, le projet le plus mythique de France, mais également du monde, est enfin tombé. On revient là-dessus dans cet épisode, mais également sur des choses un petit peu plus classico-classiques, des jeunes mutants qui enchaînent des grosses croix en falaise, Adamandra qui flash des 8C blocs, et le bloc portable qui s'est de nouveau perdu, du classico-classique, on vous a dit, on est parti. News numéro 1, c'était le projet le plus mythique au monde, celui qui se transmettait de grimpeur en grimpeur, celui qui a alimenté le plus de spéculations, celui qui a fait vivre des rêves dans les yeux de plusieurs générations. Ce projet, c'était le Bombay Bleu. C'est simple, si vous suivez le monde de l'escalade, vous en avez forcément entendu parler cette semaine, le Bombay Bleu est tombé. Le Bombay Bleu, c'est une voie équipée en 1991 par Marc Le Ménestrel sur le site de Bioux, cathédrale du haut niveau français, alors sur la fin de son âge d'or. À cette époque, il représente le niveau supérieur, l'avenir intouchable de l'escalade française. Les années passent et le mythe se construit à force de noms glorieux. D'abord Ben Moon, Stéphane Glovac ou encore Fred Rouling, puis des noms plus récents, Chris Sharma, Adamandra, Nicolas Januel, Alex Megos, Nico Pellorson, une voie où le gratin français et les stars internationales s'arrêtent pour regarder, mettre les doigts dedans mais rarement bien longtemps. Puis plus que les noms vient aussi la manière, on raconte une voie qui se grimperait mieux pieds nus que sans chaussons. Encore une fois, le mythe prend de l'ampleur, jusqu'à aujourd'hui où sous les assauts d'Erwan Legrand, un tout jeune grimpeur de 17 ans, le projet le plus mythique de France et probablement du monde est tombé. Erwan, c'est un jeune grimpeur, fils de la légende François Legrand qui aura étouffé de son talent l'escalade compétitive des années 90. Mais Erwan, ce n'est pas un fils de, c'est surtout un grimpeur de talent. Déjà en 2022, à 14 ans seulement, il fait parler de lui pour la première fois en enchaînant coup sur coup 2 voies côté 8C+, dont une première ascension, des vers sévères sur le site de Bioux, déjà son jardin. 2 ans plus tard, en 2024, il passe un nouveau cap, énorme, son premier 9A, Culture Gym, toujours à Bioux. Une progression fulgurante, mais rien qui ne permette vraiment de se hisser à la hauteur des radars aux capteurs surstimulés par les jeunes mutants de notre époque, jusqu'au jour où Erwan publie ceci. Le 15 décembre 2025, Erwan vient de réussir le mouvement iconique de la voie. Un jeté dans un bidois valant à lui seul 8 B-blocs et ayant dégoûté tant de grimpeurs avant lui. Mieux encore, Erwan annonce avoir lié ce mouvement avec le 8C+ voie qui termine le tracé. Il ne reste alors qu'à enchaîner le tout depuis le sol en ajoutant un setup d'approche désagréable et quelques mouvements avant celui du crux. Alors Erwan travaille, s'approche et après quelques chutes dans les tout derniers mouvements, ça y est, l'impensable se produit. À 17 ans, soit moitié plus jeune que le Bombay Bleu lui-même, Erwan clippe le relais du projet d'une vie. Quelques jours plus tard et après une intense réflexion, Erwan annonce la cotation de 9B pour le Bombay Bleu, une cotation anecdotique pour celui qui restera bien avant sa difficulté, définie par les histoires qu'il aura écrites depuis son équipement il y a de cela 35 ans. Bref, le Bombay Bleu est tombé, j'aimerais vous en dire plus, tellement plus, parce que des histoires à raconter sur ce Bombay, il y en a des tonnes, mais ça méritera un cadre un petit peu plus grand qu'un Caillou News, et je pense que les émotions valent bien la peine qu'on attende encore un peu. News numéro 2, le vendredi 6 mars dernier, la française Alizé Blas enchaînait la voie Guerre Future 8C+, sur le site de Claret proche de Montpellier, et ce, à seulement 12 ans. Une performance exceptionnelle de la part d'une protagoniste au nom de famille que vous connaissez sûrement, puisqu'Alizé est la petite sœur de Théo Blas, un autre mutant dont on a déjà parlé dans l'émission, et connu pour avoir été quelque temps le plus jeune grimpeur de l'histoire dans le 9A. Ce genre de fratrie.
En effet, après avoir enchaîné son premier 8C avec la voie Guerre d'usure, une variante un peu plus facile de Guerre future il y a un an, Alizé s'était mise en quête de la cotation supérieure. Depuis, la jeune grimpeuse se sera mise sérieusement au travail dans la voie avec l'aide de son grand frère qui avait justement lui aussi déjà enchaîné Guerre future il y a de cela 4 ans et avait au passage trouvé des méthodes pour petits, mais également de la grimpeuse Caroline Sino avec qui elle aura partagé quelques sessions de travail dedans. Alors les ascensions en 8C+, n'étant que moyennement référencées, c'est un petit peu compliqué de savoir où se trouve Alizé par rapport à la concurrence. Cependant, dans la même veine que la française, on pourra citer la coréenne Ga Eun-kwon qui est devenue la plus jeune femme à avoir grimpé du 9A, soit la cotation supérieure à seulement 12 ans et 4 mois, ainsi que l'américaine Hashima Shiraishi qui aura réussi la même prouesse à 13 ans et 11 mois et qui avait déjà enchaîné un 8C+, à l'âge de 11 ans. Enfin malgré cela, il est évident que les temps de passage d'Alizé sont hors normes et que cela ne laisse espérer que du bon pour la suite de sa carrière, une carrière qui pourrait même la voir de manière un peu plus régulière en compétition, puisque comme le dit justement son père dans l'interview pour Grimper Magazine, elle aimerait aussi faire un peu de compète, car à la falaise, il n'y a que des vieux et les copines de l'escalade lui manquent un peu. Ah, ça fait mal. News numéro 3, il y a 2 semaines, on s'extasiait devant la nouvelle performance XXL du Tchèque Adam Ondra qui réalisait son 3e 8C block flash avec l'ascension de Célestite à Brionne en Suisse, et ce, une semaine après son flash de Lionshare 8C également. Et bien cette semaine, Adam aura mis en ligne une vidéo sur sa chaîne dédiée aux tentatives flash de 8C block. Flashing hard ball rounds feels like a pretty spiritual thing. No. Oh, wow! My God. Attendez, mais j'ai une escalade hyper spirituelle moi en fait. Bref, dans celle-ci on retrouve donc les 2 succès précédemment cités, mais également ces 2 tentatives sur Deepfake et Unison, 2 autres 8C blocs qu'on aurait presque plus tendance à qualifier de presque réussis que de ratés, alors qu'Adam ne se manquera à chaque fois que sur le dernier mouvement. Et vous croyez que c'est tout? Et non, c'est pas tout. Eh bien non, ce n'est pas tout, car malgré son petit au revoir à la fin de la vidéo, nous donnant rendez-vous à l'hiver prochain pour retenter des blocs flash, Adam n'aura finalement pas résisté à la tentation très longtemps pour se remettre un dernier petit essai et aura réussi l'enchaînement de Emotional Landscape, un autre 8C à Maltatal en Autriche, et ce, évidemment, en flash. 4 8C flash, dont 3 en 2 semaines. Je veux dire, l'année dernière, j'ai commencé un classement des 8C block flash, ça n'a plus aucun sens. Regardez, on dirait que j'ai mis Yannick Garnbret chez les U14. Enfin bref, comme je vous l'ai dit, la vidéo est évidemment disponible sur la chaîne YouTube du Tchèque, dont je vous mets le lien en description. Mais avant de terminer cette news, quand on parle flash ou à vue, eh bien il y a un autre nom qui revient très souvent, celui de l'allemand Alexander Megos. Car en effet, Alex vient lui aussi de faire parler la poudre pendant un voyage dans le sud de la France. Parmi une liste de croix dont on reparlera dans les croix de la semaine, l'allemand a réalisé l'ascension à vue, c'est-à-dire sans aucune information préalable sur la voie, par opposition à un flash, de la voie Nadezhda 8C+, sur le site des Jonca. Une performance au bout d'un combat dantesque, comme en atteste cette photo partagée par Alex, qui le montre en train de réaliser un clippage sur un bras complètement imprévu dans le feu de l'action. Alors 8C+ à vue, c'est une performance qui reste extrêmement rare. D'ailleurs dans le monde, ils sont que 7 grimpeurs à l'avoir réussi pour 28 ascensions, dont 20 ascensions par un grimpeur. Devinez qui? Allez, devinez. C'est facile. Et oui, vous avez bien compris, 20 ascensions en 8C+ à vue, réalisées par le Tchèque Adam Ondra, auquel on en rajoute encore 5 dans le 9A contre seulement 2 pour Alex Megos. Bref, une domination dans tous les sens du terme pour le Tchèque qui m'empêcherait presque de montrer à quel point un autre grimpeur comme Alex Megos est fort lorsqu'on le compare à lui. News numéro 4, rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous racontais l'histoire du bloc Portable, le plus petit bloc d'escalade au monde, problème iconique du site de Squamish au Canada. Celui-ci avait été porté disparu en septembre 2025 avant de réapparaître il y a quelques semaines sur le site de Bishop en Californie à plus de 1500 km de son habitat d'origine avant d'être enfin ramené au bercail grâce au travail conjoint de la communauté de grimpeurs nord-américaine. Et bien devinez quoi? Portable a encore disparu. Je veux dire, c'est plus un bloc, c'est un briquet à ce niveau. En effet, à peine 8 jours après avoir été ramené sur le site de Squamish devant le bloc Superfly à son endroit supposé, le bloc a de nouveau disparu. Une absence constatée par la grimpeuse Rina D'Ailosio qui justement avait senti le coup et venait faire un moule du bloc pour pouvoir le répliquer au cas où il viendrait à disparaître de nouveau. Ok, d'accord, mais il y a que moi qui trouve que ça fait hyper futur dystopique de vouloir faire un moule d'un caillou pour le reproduire. Monsieur, nos équipes sont finalement parvenues à isoler le code génétique du bloc Portable. Parfait. Lancez l'ordre 6C+.
ainsi, le monde nous appartient. Alors, idée bizarre certes, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Rina est également une sculptrice qui a pour habitude de réaliser des sculptures un peu... Ok, si, c'est bizarre. Alors bon, ok, Portable a encore disparu, on n'a aucun indice d'où il est, mais ce qui est le plus impressionnant, c'est quand même à quel point ce bloc est protégé, parce que Gina, c'était pas la seule qui voulait prendre des mesures. Par exemple, Benjamin Fenton, le fondateur de Balancing Act, une association créée pour rendre la grimpe plus inclusive, avait organisé une cérémonie de bienvenue pour son retour. Alors bon, ça va, c'est rigolo, c'est mignon. Sauf que le Benjamin, comme il était hyper inquiet que le bloc disparaisse à nouveau, il est allé en parler aux membres de la Squamish Access Nation, des responsables des parcs et des responsables de l'état de Squamish. Mais tu m'étonnes qu'on ait l'air de cons nous les grimpeurs après. Enfin bref, on espère évidemment que l'histoire rentre encore une fois dans l'ordre, même si pour être tout à fait franc avec vous, je ne suis pas parfaitement optimiste sur le fait qu'un bloc à caractère portable reste immuable bien longtemps. News numéro 5, ces dernières semaines ont eu lieu les sélectifs équipe de France de bloc, une compétition interne à l'équipe de France et ô combien importante pour décider, en combiné avec les championnats de France, de qui participera en Coupe du Monde cette année. Chez les hommes, c'est Max Berton qui confirme son récent titre au championnat de France en dominant ses adversaires et notamment un surprenant Antoine Girard qui termine deuxième à l'issue des 2 tours de classement. Derrière, bien que déjà qualifié aux Coupes du Monde, Samuel Richard rattrape sa performance au championnat de France en terminant 3e devant Sam Afzou et Paul James. En revanche, déception pour l'ex-champion de France en titre, Adrien Lemaire 7e et Manu Cornu 8e. Chez les femmes, on retrouve à peu près toutes les protagonistes du championnat de France en haut du classement, mais dans un ordre légèrement différent. Fort de son expérience, c'est Zélia Afzou qui l'emporte devant Lily Abria, toujours en grande forme cette année. Derrière, Selma El Mimoun complète le podium devant Agathe Cali à 4e et Lucille Sorel et Louise Pouechazide 5e égalité. Alors je vous l'ai dit, ces résultats ils étaient hyper déterminants pour choisir quels athlètes pourraient participer aux premières Coupes du Monde de la saison et depuis ces sélectifs, eh bien cette sélection a été annoncée et la voilà. D'abord pour Keqiao en Chine, chez les femmes on retrouvera Oriane Berton et Naïlé Maignan, préqualifiées grâce à leur victoire en Coupe du Monde l'année dernière, même si la participation de Naïlé reste incertaine suite à sa récente prise de distance avec le circuit. On retrouvera également Zélia Afzou et Agathe Caliet, également présélectionnées grâce à leurs résultats passés en Coupe du Monde. Enfin seront sélectionnées grâce à leur performance lors des 2 dernières compétitions qualificatives, Lily Abria et Selma El Mimoun, alors que Lucille Sorel fera office de remplaçante. Chez les hommes, seul Mejdi Chalk était préqualifié grâce à une victoire en Coupe du Monde, alors que Samuel Richard et Paul James étaient eux qualifiés grâce à leurs autres résultats en Coupe du Monde, tandis que c'est Max Berton et Antoine Girard qui les accompagneront pour ce début de saison. Ensuite pour les 2 Coupes du Monde suivantes, à Berne en Suisse puis Madrid en Espagne, la donne sera à peu près la même, à la différence que l'on retrouvera chez les hommes Arthur Lebris pour accompagner les athlètes précédemment cités et le jeune Camille Claude et Sam Afzou en tant que remplaçants. Chez les femmes, très peu de changements, si ce n'est que Louise Pouechazide pourra s'offrir ses premières expériences en tant que remplaçante en Coupe du Monde et nous, on a hâte de voir le début de cette saison. Et dans le reste des news, en novembre dernier, Alain Carrière, le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, annonçait sa démission après 4 années passées à la tête de la principale fédération d'escalade en France. Et bien en février, suite à l'assemblée générale de cette dernière, c'est Sandra Berger, ancienne secrétaire générale depuis 2021, qui a été nommée pour lui succéder. Une élection bien loin d'être une surprise, puisqu'avec une écrasante majorité de 94,8% des voix et l'appui du président sortant, Sandra était très attendue à ce poste. On attend maintenant les prochaines années pour voir si ce changement de présidence impliquera une nouvelle dynamique au sein de la fédération ou si elle s'inscrira dans la continuité de son prédécesseur. Et toujours dans le reste des news, suite au récent bombardement à la situation critique au Moyen-Orient, World Climbing, la fédération internationale, a décidé d'annuler son assemblée générale initialement prévue à Riyad en Arabie Saoudite. Surprise! Le monde est surpris. Celle-ci sera donc remplacée par une simple visioconférence. Ceci dit, dans leur communiqué, la fédération annonce déjà que leur assemblée générale d'avril 2027 se déroulerait à Riyad pour compenser l'annulation de celle-ci et récompenser les efforts d'organisation de la fédération du pays. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et c'est la grosse croix des dernières semaines. L'Allemand Alexander Megos vient de réaliser la première répétition du bruit de l'acide 9B sur le site de Claret proche de Montpellier. Une répétition très attendue en France alors que c'est le grimpeur en forme du pays, Jules Marchalan, qui en avait réalisé la première ascension l'année dernière. D'ailleurs c'est en voyant la vidéo de celle-ci qu'Alex a immédiatement su qu'il voulait lui aussi toucher au crux complètement fou de cette voie. Au final bien lui en aura pris puisqu'il confirme que ce geste est aussi agréable à réussir qu'à regarder, mais également que la voie vaut bien le 9
9B annoncé. Il s'agit donc là de sa 9e voie dans la cotation, sans compter ses 3 9B+, le plaçant dans les tout meilleurs ascensionnistes de la planète. D'ailleurs, en plus de cette croix, mais également de Nadejda, le 8C+ à vue dont on a déjà parlé dans les news, Alex en aura également profité pour s'offrir une sacrée liste de croix dans le sud de la France, avec Guerre de Bruy 9A, Le Bon, la Brute et la Manouche 8C+, Guerre Future 8C+, Progression 8B+/C, Adieu la Foule 8A+ à vue et Putain de Genouillère 8A à vue, bref, un voyage rondement mené. Et on continue avec Ainise Bellar Baroussia qui enchaîne la voie Estado Critico 9A sur le site de Surana en Espagne. À seulement 20 ans, la jeune grimpeuse enchaîne déjà sa 5e voie dans le 9e degré. Pour cela, elle aura commencé à travailler la voie à l'automne dernier durant quelques trips à Surana, mais elle n'était alors pas dans la meilleure forme de sa vie. Devant ce constat, Ainise se sera donc entraînée durant quelques mois avant de revenir en pleine forme et d'enchaîner cette ligne mythique sur son 2e essai de sa première journée sur le site. Le travail aura payé. Et on continue encore en Espagne avec l'enchaînement de El Bon Combat 9B par Alberto Gines Lopez sur le site de Cova de Losel. Le premier champion olympique du monde de l'escalade tient enfin sa référence en falaise avec El Bon Combat, une voie originalement cotée 9B par son libérateur Chris Sharma, mais qui rétrospectivement vaudrait plutôt 9A+ pour Alberto, qui confirme donc la décote de certains de ses précédents répétiteurs. Pour l'espagnol en tout cas, il s'agit là de sa première voie dans le 9A+, en attendant le retour à la compétition, lui qui avec la future séparation du bloc et de la difficulté aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 pourrait bien avoir de nouveau un coup à jouer pour le titre mondial le plus prestigieux. Et cette semaine, ce sont décidément les Espagnols qui sont à l'honneur avec maintenant Enrique Beltrán Blasco qui enchaîne The Journey 9A+ sur le site de Margalef. Pour cela, il aura mis près de 15 sessions réparties sur 3 ans qui ne sont pourtant qu'une passe intermédiaire pour atteindre son réel objectif, enchaîner The Full Journey, la version complète de la voie valant 9B. En attendant à 25 ans, le grimpeur enchaîne là sa 3e voie dans le 9e degré, tout à Margalef, comme un site de prédilection. Et on continue avec la grosse perf du Polonais Piotr Szab qui, durant un trip d'1 mois en Espagne, aura réalisé un sacré carnet de croix avec le flash de la voie Lodi Social 8C+, mais également les enchaînements de la Bongada 9A, Parecero igual Guerrero 9A+, et Furia de Jabali 9A+ également. D'abord concernant le flash, Piotr rentre dans le cercle encore assez fermé des grimpeurs dans le 8C+ flash, au terme d'un combat dantesque où il aura failli tomber plusieurs fois et dont il aura obtenu les méthodes le jour précédent l'enchaînement par son ami Timon Herod. Pour le reste, il retient surtout son enchaînement de Furia de Jabali, la plus dure de son séjour selon lui, qui épingle là une 32e voie entre le 9A et le 9B à son palmarès. Et on passe en Suisse maintenant où une surprenante Suissesse Amélie Kagi réalise l'ascension du bloc Flow My Tears 8B sur le site de Chironico, une ascension surprenante de par l'âge de sa protagoniste, 14 ans seulement, mais aussi par sa durée de travail puisque Amélie n'aura eu besoin que d'une session pour en venir à bout. Un véritable exploit à son âge et encore plus en escalade féminine, alors que le 8B reste une cotation que seul un petit cercle de grimpeuses peut se targuer d'avoir atteint. D'ailleurs, il se pourrait bien qu'Amélie fasse parler d'elle à l'avenir, puisqu'en plus d'être douée en extérieur, elle n'est pas en reste en compétition, étant devenue l'année dernière championne de Suisse U17 dans les 3 disciplines compétitives, et on le répète, à seulement 14 ans. Et on termine en Italie avec l'enchaînement de Trofeo del Adriatico par l'américain Jonathan Siegrist. À 40 ans, Jonathan Siegrist n'en finit plus de défier les compteurs, lui qui approche dangereusement de la barre des 100 réalisations dans le 9e degré. Avec Trofeo del Adriatico, il ajoute à sa collection une magnifique voie dont il était tombé amoureux lors de son premier voyage à Arco fin 2024. Malheureusement, à l'époque, les températures étaient glaciales et Jonathan atteignait chaque fois le crux avec les doigts gelés, ce qui l'aura obligé à se tourner vers d'autres projets. Depuis, il ne l'avait jamais oublié et l'aura enfin enchaîné en ce début d'année. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo, vous abonner, laisser un commentaire, allez nous soutenir financièrement sur notre page Tipeee, c'est toujours le bienvenu. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour les prochaines news. Tchuss!